On a tous connu ça. Une alerte météo orange qui s'affiche sur le téléphone, ou une coupure de courant en plein hiver. Mm. Ces petits rappels à l'ordre nous font réaliser à quel point notre quotidien il est fragile en fait. Et on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment prêt si ça dure plus que quelques heures? C'est précisément cette question que les pouvoirs publics ont voulu adresser. On a entre les mains un document qui est, je trouve, fascinant, un guide du gouvernement français, tous responsables. D'accord. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le petit logo en couverture, facile à lire et à comprendre. L'intention est claire, rendre la préparation accessible à tous, sans jargon. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment se plonger dans ce guide. On va décortiquer ensemble les recommandations pour voir concrètement comment on peut se préparer. C'est une sorte de parcours qu'il propose. Mot-clé de ce voyage, c'est la résilience. Le guide la définit d'ailleurs très simplement comme la capacité à continuer de vivre le plus normalement possible en pleine crise. Et ce guide, il sort pas de nulle part, j'imagine. Ah non, il est le reflet de notre époque. Il parle du changement climatique, bien sûr, mais aussi des tensions géopolitiques, des guerres, des ruptures d'approvisionnement. Le but, c'est pas de faire peur, c'est de donner les moyens d'être acteur de sa propre sécurité. Alors commençons par le début. Le guide dresse une carte des risques. Spontanément, je pense aux inondations, aux tempêtes, mais j'imagine que c'est plus large que ça. C'est beaucoup, beaucoup plus large. Et c'est là qu'on voit un vrai changement. Il y a 20 ans, un guide comme ça aurait parlé quasi uniquement des catastrophes naturelles. D'accord. Elles sont là, bien sûr, inondations, feux de forêt, séismes, c'est la première grande catégorie. Le socle classique. Et ensuite, il y a les risques technologiques. Là, on pense à un accident dans une usine sensible, ce genre de choses. C'est ça, le document cite les accidents dans les centrales nucléaires ou les usines chimiques. Troisième catégorie, les risques sanitaires. Bon, avec le Covid, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Les épidémies, oui. Épidémie, grippe aviaire, mais c'est la quatrième catégorie qui est la plus révélatrice de notre époque. Les menaces humaines. Oui, et ce qui est fascinant, c'est qu'elles sont mises sur le même plan qu'une catastrophe naturelle. On parle plus seulement de terrorisme. Non. On parle de cyberattaques, de désinformation et même de guerre. Le champ des menaces s'est considérablement étendu. Ça en dit long sur nos vulnérabilités. Ce qui est vraiment parlant, je trouve, c'est que le guide ne s'arrête pas à cette liste. Il décrit l'effet domino, les conséquences sur notre vie de tous les jours. Et là, ça devient tout de suite moins abstrait. C'est le cœur du sujet. Le guide nous dit « Une crise, peu importe l'origine, aura des conséquences concrètes qui se ressemblent. La première, c'est l'énergie. Coupure de gaz, d'électricité. Voilà. Donc plus de chauffage, plus de lumière, mais aussi, et on y pense moins, plus de réfrigérateur. La conservation des aliments, ça devient un problème immédiat. Et sans électricité, j'imagine que tout le reste s'arrête. La mobilité, par exemple. En effet, des routes bloquées par une inondation, ça veut dire plus de livraisons dans les supermarchés, plus d'essence dans les stations. Le guide insiste aussi sur la fragilité de nos communications Les réseaux, téléphone, Internet. qui peuvent tomber. Et là, on est coupé du monde et des informations vitales. Et ça va encore plus loin. Il y a un point qui m'a semblé très actuel, c'est l'impact sur les paiements. Ah oui, c'est une prise de conscience très moderne. Une cyberattaque ou même une simple panne de courant prolongée. Et plus de carte bancaire? Plus de terminaux de paiement, plus de distributeurs de billets. On peut se retrouver sans aucun moyen de payer. C'est toute l'économie du quotidien qui s'arrête. Et quand on met tout ça bout à bout, on comprend mieux le besoin de se préparer. Justement, face à ce tableau, la première réponse du guide, c'est se préparer. Et l'idée centrale, c'est d'être autonome pendant les 3 premiers jours. Pourquoi 3 jours d'ailleurs? Parce que l'expérience montre que c'est la période la plus chaotique. C'est le temps qu'il faut au secours pour s'organiser, pour évaluer l'étendue des dégâts. Pendant ces 72 heures, ils sont saturés. Ah oui, c'est logique. L'objectif, en étant autonome, il est double. On assure sa propre sécurité, mais on allège aussi la charge sur les services d'urgence, ce qui leur permet de se concentrer sur les cas les plus critiques. Et l'outil numéro 1 pour ça, c'est le fameux kit d'urgence. En lisant la liste, je me suis dit, c'est incroyablement complet, presque intimidant. On a l'impression qu'il faut un placard entier, quoi. C'est une réaction normale, mais la philosophie derrière, c'est pas de tout acheter d'un coup, c'est de le constituer petit à petit, de regarder ce qu'on a déjà chez soi, de compléter. C'est une démarche. D'accord. Alors, décortiquons ce kit. Le plus vital, évidemment, c'est boire et manger. Absolument. Pour la nourriture, des choses non périssables qui ne nécessitent pas de cuisson. Conserves, barres de céréales, mais le point crucial, c'est l'eau.
Oui. Le chiffre à retenir, c'est 6 litres par personne pour les 3 jours. Pour une famille de 3, ça fait 18 litres. C'est énorme, mais c'est pas négociable. Ce qui montre bien qu'il pense à la famille, animaux compris. C'est un détail qui a son importance. Exactement. La nourriture pour le chat, le lait pour le bébé, tout ça est mentionné. Ça ancre la préparation dans le réel. Et il y a même un détail qui fait un peu film de survie, des pastilles de décontamination de l'eau. Ah oui, quand même. C'est le signe qu'on envisage des scénarios où l'eau du robinet ne serait plus potable. Après la survie physique, il y a la santé. La trousse de secours classique, j'imagine. Une trousse de premier secours bien fournie, oui. Pansements, désinfectants, mais aussi masques, gel hydroalcoolique, un héritage du Covid. Et surtout, les médicaments personnels, avec une copie des ordonnances, c'est capital. Le troisième pilier du kit, c'est s'informer et survivre. Et là, il y a un objet qui m'a un peu sourire. Une radio à pile. Franchement, à l'heure de la 5G, ça paraît un peu désuet, non? C'est justement parce que c'est une technologie simple qu'elle est fiable. Les réseaux mobiles, c'est fragile, ça peut être saturé, endommagé Ou coupé. ou coupé. Les ondes radio FM, elles, sont incroyablement robustes. En cas de blackout total, cette petite radio, ça pourrait être le seul lien avec les consignes des autorités. C'est le plan de secours ultime. À côté de ça, on trouve une lampe de poche, une batterie externe pour le téléphone, Et puis, il y a toute la partie administrative à laquelle on ne pense pas forcément. mais qui est cruciale. Des photocopies, des papiers d'identité, un double des clés. Et, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'argent liquide. Une somme raisonnable pour faire quelques courses si tout est en panne. Ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'il n'oublie pas la dimension humaine. Le dernier point de la liste est presqu'irrant. Oui, de quoi passer le temps. Des livres, des jeux de société. C'est ça. C'est la reconnaissance que gérer une crise, c'est pas seulement survivre physiquement. C'est aussi gérer l'attente, l'ennui et surtout le stress. Ça montre une compréhension très fine de la psychologie de crise. Et la préparation ne s'arrête pas au matériel en fait. Le guide insiste beaucoup sur la préparation sociale, le lien humain. Le mot-clé ici, c'est solidarité. Il est conseillé de lister ses proches vulnérables, une personne âgée seule, un voisin, et de réfléchir à l'avance à comment garder le contact. La résilience, c'est avant tout collectif. Renforcer le tissu social avant la crise. Voilà. Et dans la même logique, il y a un appel très fort à se former aux gestes de premier secours. Ah oui? Savoir faire un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur. Ça peut sauver des vies quand les secours sont débordés. Et puis, le rappel des bases, connaître les numéros d'urgence par cœur, le 15, le 17, le 18, le 112, et même le 114 par SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes. Alors voilà, on a fait nos devoirs, le kit est prêt, mais tout ça c'est de la théorie. Le guide bascule ensuite dans le concret. Le jour où l'alerte sonne, qu'est-ce qu'on fait dans les 30 secondes qui suivent? C'est la deuxième grande partie, se protéger. Et pour ça, il faut d'abord être prévenu. Le guide détaille les deux grands systèmes. Le plus ancien, les sirènes. Et j'ai découvert, comme beaucoup de gens je pense, que le signal réel est très spécifique. Ah oui, c'est vrai. J'ai entendu le test du premier mercredi du mois toute ma vie, sans jamais savoir à quoi correspondait la vraie alerte. La vraie alerte, c'est un son qui monte et qui descend, répété 3 fois pendant presque 2 minutes. C'est très différent du son continu de 30 secondes qui, lui, signale la fin de l'alerte. D'accord. Et puis, il y a le système moderne, FR Alert. Celui-là, on l'a peut-être déjà reçu pour un feu de forêt ou une inondation. C'est une notification qui arrive directement sur les téléphones dans la zone de danger. C'est hyper réactif. Une fois qu'on reçoit l'alerte, le guide donne des consignes. Prenons un exemple. Alerte, inondation. Mon premier réflexe serait peut-être de sauter dans la voiture pour m'éloigner. Et ce serait une erreur potentiellement fatale. C'est un des messages les plus martelés du guide. Ne jamais prendre sa voiture. Jamais. Quelques dizaines de centimètres d'eau suffisent à la faire flotter. Le bon réflexe, c'est de monter dans les étages et de ne surtout pas descendre dans les sous-sols. Autre scénario, plus anxiogène, accident nucléaire. Là, le protocole est très différent, mais tout aussi clair. Le premier geste, c'est de se mettre à l'abri dans un bâtiment en dur. Pas dans une voiture. Non. Et ensuite, calfeutrer portes et fenêtres avec du ruban adhésif, des serviettes humides et couper la ventilation. Le but est de créer une bulle la plus étanche possible. Et il y a la fameuse question des comprimés d'iode. Il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, non? Énormément. Et le guide est très directif. On ne les prend que sur instruction formelle du préfet, jamais de sa propre initiative. D'accord. Les prendre au mauvais moment, c'est inutile et ça peut même être dangereux. Les gens qui habitent près d'une centrale doivent en avoir chez eux, mais l'ordre de les prendre viendra des autorités, par la radio par exemple.
Et pour finir sur les menaces plus immatérielles, la désinformation. C'est une section que je trouve particulièrement nécessaire aujourd'hui. C'est peut-être l'une des plus importantes. En temps de crise, l'info, c'est une ressource aussi vitale que l'eau. Et une fausse information, une rumeur, ça peut créer la panique et avoir des conséquences dramatiques. C'est clair. Le guide propose une sorte de kit de survie intellectuelle, une hygiène mentale face à l'info. C'est-à-dire, Il encourage à se poser des questions simples avant de croire ou de partager quoi que ce soit. Qui est la source? Est-ce que c'est un canal officiel? Est-ce qu'un média national reconnu a confirmé l'info? donc en gros, c'est un réflexe de vérification systématique. Exactement. Si l'info ne vient que d'un message WhatsApp ou d'un post flou sur les réseaux sociaux, la méfiance doit être maximale. L'objectif, c'est de ne pas devenir soi-même un maillon de la chaîne de désinformation. Si on prend un peu de recul sur tout ça, le message de fond de ce guide, c'est que la résilience, en fait, c'est pas une sorte de qualité magique qu'on aurait ou pas, c'est une compétence qui se construit. Absolument. Au fond, toute la philosophie du guide, c'est de nous faire changer de rôle. Au lieu d'être un spectateur passif qui subit la crise, On devient un acteur qui a les cartes en main pour y faire face. c'est exactement ça. On passe de la passivité à l'action, de l'anxiété à la préparation. Et il le fait de manière très dédramatisante, en décomposant le problème en étapes logiques et accessibles. Le guide détaille avec une précision folle le kit d'urgence matériel. En le lisant, ça m'a fait penser à autre chose. À quoi ressemblerait un kit d'urgence mentale? C'est intéressant comme question. Dans une situation de crise, qui est par nature une source de stress immense, quels seraient les 3 outils psychologiques ou les 3 habitudes qu'on pourrait cultiver dès maintenant pour renforcer sa propre résilience intérieure, sa capacité à garder la tête froide? C'est une piste de réflexion qui prolonge bien, je trouve, la démarche de ce guide.